Avec un monde qui est en perpétuel changement, comment t'as dit que faire face aux différentes crises qui nous frappent à chaque fois? Je fais cette vidéo afin de pouvoir parler ici aux personnes qui sont toujours là dans les zones de confort, aux personnes qui sont toujours en train de remettre les actions qu'elles devaient être faire à l'instant au lendemain, aux personnes qui disaient que non, en 2024, je n'ai pas pu faire parce que j'avais ci, parce que l'économie était comme ceci, parce que j'attendais que mes enfants grandissent, mais en 2027, c'est-à-dire que je veux faire 2025, c'est l'année de mon année. Je fais juste un petit rappel en demandant à ces personnes-là, en te demandant que c'est quoi le bilan de ton année 2025. Nous sommes déjà, c'est-à-dire qu'au mois d'avril, es-tu déjà en train de faire les actions que tu t'es engagé à faire, parce que je sais que la plupart des fois, c'est les souhaits, hein, mais moi, je parle ici d'engagement. T'es-tu déjà lancé? As-tu déjà commencé? Ou tu es encore, en train de cogiter, d'attendre le bon moment? Es-tu au courant, que des événements que nous sommes en train de vivre en ce moment? Es-tu conscient de la catastrophe économique que nous sommes en train de vivre? Des changements, brutaux que ça peut faire dans ton quotidien? Est-ce que tu sais que là, présentement, tu as deux doigts, de perdre ton emploi? Peu importe ce que tu es en train de faire aujourd'hui comme emploi, que tu sois dans les services, que tu sois dans l'ingénierie. Parce que ce que Donald Trump, au biais de l'économie américaine, est en train d'implémenter, c'est une catastrophe, c'est un tsunami terrible. Est-ce que tu avais prédit ça? Est-ce que même dans tes rêves les plus fous, si on t'avait dit que ça devait arriver, est-ce que tu allais imaginer? C'est pour ça que je te parle ici des fois des contingences internes et des contingences externes. Dans ta vie de tous les jours, même dans ton métier, même dans le business que tu vas faire, c'est des contingences qu'on ne contrôle pas. Tu vois, voilà, tu as dit qu'une catastrophe, alors que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, ben c'est tout le monde qui était content. C'est tout le monde qui a dit, ben voilà, enfin, un businessman qui arrive. Il va venir relever l'économie. Ben Joe Biden qui est là, c'est un papy qui est fatigué, il ne comprend rien à l'économie. Et avec la présence de Joe Biden, c'est des tensions, il y avait des crises ici, la crise entre la Russie et l'Ukraine, ça a duré déjà un certain moment. Ça, c'est venu créer comme ça un conflit terrible sur le plan mondial. Ça a créé une crise. Certains pays ont frisé la crise alimentaire. Ça a venu déclencher une crise énergétique parce qu'on manquait de pétrole, on a manqué de l'engrais. Certains agriculteurs ont peiné, les agriculteurs ont peiné. Ben, avec Donald Trump va venir enrayer ces conflits. Et c'est vrai que lorsque Donald Trump a commencé la campagne, avec ses promesses, l'économie a commencé à se... Mais l'économie a commencé, la bourse a commencé à aller au vert, les investisseurs étaient confiants. Les investisseurs ont gagné la confiance. Donald Trump a réuni autour de lui tous les milliardaires américains. En l'occurrence, Elon Musk. Ça a galvanisé, c'est-à-dire que les GAFAM, ça a galvanisé la Silicon Valley, ça a galvanisé les investisseurs. Beaucoup ont cru en Donald Trump. Qu'est-ce qui fait que patatras, c'est-à-dire qu'il y ait retournement de situation aujourd'hui? Donald Trump a commencé à aller dans un autre sens. Donald Trump a commencé à appliquer les lois qui sont en train de choquer le monde. Alors qu'on n'avait pas, les gens n'avaient pas prévu ça. Donald Trump a commencé tout de suite que c'est l'America First, le protectionnisme. Il pense d'abord d'aller aux citoyens américains. Il vient relever son économie. Il va bloquer les frontières. L'immigration, il repousse tous les immigrés. Il met des taxes douanières. Déjà, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il a commencé à pencher du côté de la Russie. Il a demandé à l'Ukraine des compensations de 500 milliards en termes de terres rares. Vous avez vu la scène qui s'est passée à la Maison-Blanche. Comment il a recadré Zelensky de façon violente. Tout ce que je cite là, c'est des signaux qui
font en sorte que l'économie, c'est-à-dire que flanche. Parce que quand c'est comme ça, les investisseurs, ils paniquent. Les investisseurs, c'est-à-dire que perdent la confiance. Parce que c'est des mauvais signes, en fait, pour les investisseurs. Et on a tout de suite vu comment la bourse a commencé à chuter. Lorsqu'il a fait, c'est-à-dire que son annonce de America, vous avez vu tout de suite, une start-up chinoise a sorti Nvidia, a sorti leur intelligence artificielle, DeepSeek. Et DeepSeek qui est venu tout de suite contrecarrer l'intelligence artificielle américaine qui est OpenAI, avec moins de 6 millions. Or que Donald Trump avait déjà avancé un chiffre de 500 milliards sur l'IA. Voilà comment la bataille économique a commencé. Est-ce que tu vois le champ? Et maintenant, Donald Trump contre-attaque encore là maintenant avec les tarifs douaniers. Et cette guerre-là, c'est une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et le reste du monde est en train de payer les pots cassés. Voilà où nous en sommes. Est-ce qu'on avait imaginé ça? Et cette bagarre commerciale de tarification, ça va impacter l'économie. Ça va créer des chômages de masse. Est-ce que tu avais imaginé que une décision prise aux États-Unis peut impacter ton travail, peu importe là où tu te trouves dans le monde? Est-ce que tu avais imaginé, toi qui es en train de faire des prévisions, peut-être sur 2026, sur 2027, est-ce que tu avais imaginé que tu es sur le point de perdre ton emploi? Est-ce que tu avais imaginé que tu es sur le point même de perdre ton épargne? Parce que pendant qu'il y a inflation, ton épargne, tu perds l'épargne. Est-ce que tu avais imaginé que la décision prise par Donald Trump peut amener, c'est-à-dire que l'Europe, à nous amener à faire l'effort de guerre? Tu sais ce qu'on appelle l'effort de guerre? Ça veut dire qu'ils peuvent aller réquisitionner, c'est-à-dire que tout ton épargne. Ça veut dire que sur un coup de la loi, ils peuvent, c'est-à-dire que réquisitionner tout ton argent. Ils peuvent venir nous pensionner tout. Ça veut dire que sur un coup de la loi, toi qui pouvais dire ici que non, je vais aller investir, je vais aller plutôt sécuriser, c'est-à-dire que mon argent en achetant de l'or, par exemple, ils peuvent sortir une loi où ils vont dire que la population, effort de guerre, tous ceux qui ont les réserves en argent ou même en or, surtout l'or, de venir, c'est-à-dire que vendre ça là-bas. Pour vous qui êtes ici en France, la Banque de France. Et la Banque de France va compenser avec les billets d'argent. Mais l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est le papier. L'argent, c'est le papier, mais ils vont prendre l'or qui a une valeur. La valeur refuge. Face à tout ça, comment faire donc face à une situation comme ça? Parce qu'il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Je fais cette vidéo pour te faire comprendre que peu importe ce que nous sommes en train de traverser à ce moment, la façon pour toi de combattre cette crise-là, ce n'est pas de rester dans ta zone de confort. Ce n'est pas d'attendre le bon moment. J'ai coutume à te dire, le bon moment ne viendra jamais. Parce que le monde est cyclique. Ce n'est pas pour rien que je te relate toujours l'histoire. Ce n'est pas pour rien que je te dis que ne cours pas après comme ça, ne cours pas après l'argent fiduciaire. Ne cours pas après l'argent fiduciaire, cours plutôt après la valeur. Cours plutôt après la valeur. Parce que l'argent, t'as dit qu'on répond à une valeur. Tu as de l'argent parce que tu crées la valeur. Donc, comment tu pourras donc créer ton bouclier anti-crise? Ton bouclier anti-crise, tu vas le créer parce que tu es en train de créer de la valeur. Excuse-moi la tautologie. Parce que les crises, il y en aura. Ce n'est pas pour rien que je te relate ici. Et je t'ai fait une vidéo où je t'ai relaté les différentes crises. Et que les crises sont là justement pour faire peur aux consommateurs, pour faire peur à la population. Et ceux qui vont affronter la crise, affronter les épreuves, c'est ces personnes qui vont gagner de l'argent. C'est ces personnes qui deviendront riches. Oui, parce que ce que nous sommes en train de vivre là maintenant, on va entrer en inflation, on va entrer en récession. Mais pendant que je te parle là, pendant cette crise-là, il y en a qui s'enrichissent. Mais pendant que je suis en train de te parler, il y en a qui sont en train de s'appauvrir. Pourquoi? Parce qu'avec la levée, c'est-à-dire que la montée des tarifs,
Un iPhone va coûter combien aujourd'hui? Un iPhone va coûter dans les 2500 euros. Pour un iPhone 16 Pro, 2500 euros. Puisque quand on taxe la Chine à 34%, la Chine aussi a mis 34% aux États-Unis. Et les iPhones sont produits en Chine. Tous les produits provenant de Chine pour les États-Unis, ça va coûter cher. Même les produits produits en Europe pour les États-Unis, ça va coûter cher. Et vice-versa. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Quels sont les mouvements qu'on a vus? On a vu une population qui a commencé à paniquer, qui a commencé à aller faire les emplettes sur tout ce qui est tech, sur tout ce qui est produit de consommation, sur tout ce qui est produit de vaisselle. Ils sont allés acheter des stocks et des stocks pour stocker. Comment ça s'appelle ça? Voilà les personnes qui pensent aller faire de l'économie, mais en dépensant. Voilà les personnes qui sont en train de se ruiner en fait. C'est ce qu'on appelle le système d'appauvrissement. Le système d'appauvrissement. Donc, est-ce que tu as dit que pendant que nous sommes en train de vivre cette crise-là, je vais te conseiller de mettre ton argent, de laisser ton argent en banque, en épargne. Si tu épargnes, c'est une bonne chose. Mais en pleine inflation, c'est dangereux. Ça va perdre de la valeur. C'est pour ça que je répète à chaque fois que la meilleure façon de faire fructifier son argent, de multiplier son argent, c'est d'entreprendre, c'est de l'investir. Mais quand je dis ici investir, est-ce que je vais te dire d'investir en bourse? Tu vois encore que c'est une science que tu dois comprendre, tu dois maîtriser. Mais présentement en bourse, tu es en train de voir comment beaucoup, t'as dit que de grosses compagnies, les capitalisations américaines, les 500 capitalisations américaines, de S&P, les S&P 500 que tu entends, S&P 500, ou le Nasdaq, ou le Dow Jones, sont en train de perdre. On parle de perte de 3 000 milliards en une journée. Elon Musk, pendant qu'on te parle, dans sa fortune personnelle, il a déjà perdu plus de 33 milliards de dollars. Et tu as vu que Elon Musk est en train de faire un retournement de veste. Il critique la personne en charge du dossier économique des États-Unis. Comme quoi la personne t'a dit que c'est un idiot, il ne maîtrise rien en rien. Mais on se croirait, t'as dit que dans un film comique, mais on parle d'argent. Apple est en train de perdre, Nike perd, Microsoft perd, Amazon perd, Nvidia. Et on parle comme ça en termes, tu entends des chiffres de 300 milliards. 300 milliards, c'est des pertes qui font mal la tête. Donc tu vois que si tu avais donc épargné ton argent là-dedans, parce que c'est comme ça que les Américains, eux, ils préparent leur retraite en épargnant sur ces marchés en bourse. Les Américains contractent les crédits en bourse. Les Américains contractent les crédits dans ces banques. Et ces banques qui sont cotées en bourse, c'est des pertes colossales. C'est l'épargne des personnes. Donc moi, la meilleure méthode, c'est d'aller créer des richesses réelles. D'aller faire des business concrets, pratico-pratiques. Ce n'est pas pour rien que je te dis à chaque fois ici que la finance a détruit les emplois. Tu pouvais dire aujourd'hui que non, oh, je suis en sécurité, j'ai mon emploi. Non. Ça, c'était dans les années 50, où il y avait une sécurité d'emploi, où l'État avait encore le contrôle sur les industries. Ici en Europe, tu avais l'industrie automobile, tu avais la métallurgie, la sidérurgie, l'industrie du textile. Tu avais comme ça tu avais Michelin que sur les pneus. Tu avais le secteur agricole, ça tournait à donf. Les familles avaient leur exploitation. Les grandes familles avaient des exploitations. Ça tournait à donf. Tu avais l'agro-industrie qui tournait. Il y avait les industries qui ont créé de la valeur réelle. Mais je t'ai dit que le système capitaliste est venu détruire. Le système capitaliste, avec les traités de Bretton Woods, est venu détruire ça, a laissé aujourd'hui aux mains, c'est-à-dire que de la finance, la régulation. Donc on a détruit les emplois depuis la création de cette chaîne. Je te dis ça. Quand je te dis que je ne suis pas coach, c'est parce que je ne suis pas un suiveur, je suis sur le terrain,
je connais les réalités. Je te dis que j'ai couvert plus de 450 conventions d'entreprises, pas des moindres. Des personnes qui brassent des centaines de millions, des milliards. Donc, en termes de stratégie, j'en connais un rayon. Tu as vu que depuis que nous partageons sur cette page Agripreneur Visionnaire, on n'a pas changé, c'est-à-dire que d'un iota, notre vision des choses. Et que tout ce qu'on dit ici se vérifie. On a dit ici, c'est-à-dire que c'est, je veux dire, c'est la ligne éditoriale de la chaîne. Qu'on aille valoriser et vulgariser nos chaînes de richesse locales. Qu'on aille créer des valeurs réelles. Qu'on ne peut pas s'enrichir en produisant uniquement les services. On ne peut pas s'enrichir en étant uniquement des consommateurs. Donc aujourd'hui, comment est-ce que tu peux faire pour sécuriser ton argent? Parce que comment est-ce qu'on s'enrichit? Il faut comprendre que le système d'enrichissement, ce n'est pas la création de valeur et ce n'est pas l'accès, c'est-à-dire à la propriété. Propriété ici, ça peut être le terrain. C'est le terrain, ça peut être la maison et ça peut être aussi la propriété intellectuelle. Donc, en créant des choses, en créant, et beaucoup sont devenus riches aujourd'hui. Pourquoi? Quand je te cite des fois l'industrie telle que des semences, l'industrie de la chimie, du pétrole, l'industrie telle que des banques, ces grandes industries sont devenues riches grâce à la propriété intellectuelle. Parce que toi, un inventeur, lorsque tu mets un système en place et que tu vas breveter ça, tu es riche à vie. Ça devient ta propriété. Chaque personne qui va vouloir utiliser ça va devoir, c'est-à-dire que te payer de l'argent. Et c'est une propriété comme ça que tu peux garder, sécuriser au bout de 20 ans, 30 ans. Donc c'est comme ça que beaucoup sont devenus riches. Quand je te parle des compagnies sémencières, les compagnies sémencières sont devenues riches comme ça. Avant, c'est des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture. C'était des chimistes. Et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, se sont rabattus à produire les semences. Et ça s'est déroulé aux États-Unis dans les années 1930 où on a donné accès aux privés comme aux institutions de faire des recherches sur la production des semences. Ceux qui parvenaient à améliorer les semences avaient le brevet dessus et ça devenait leur paternité. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, la finance est venue. Aujourd'hui, c'est la finance qui contrôle dans les choses. Et ça, et puis, c'est ça qui crée ce dérèglement. Que maintenant, l'Europe et les États-Unis sont allés plutôt produire en Asie parce qu'ils étaient à la recherche de profit. Parce qu'ils étaient à la recherche de profit et parce qu'ils voulaient préserver leur environnement, ils ne voulaient pas polluer leur environnement. Donc quand tu es uniquement là maintenant, à ne que faire du service, et que tu ne crées pas la valeur, tu ne produis pas la valeur, c'est l'autre qui produit la valeur. Ça donne quoi? Tu es dépendant maintenant des autres. Donc maintenant, l'Europe, la Chine, l'Amérique sont dépendants de la Chine qui produit tout. Donc imagine nous maintenant en Afrique, nous qui ne produisons rien. Nous qui ne produisons rien. Nous sommes toujours là à exporter nos valeurs, à exporter le café, à exporter le cacao, à exporter le caoutchouc, à exporter le coton, à exporter l'arachide. Et eux, ils viennent créer des industries ici, les industries qui créent de la valeur. Donc moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi pour aller produire le poivre. Je te dis, toi, aujourd'hui, je parle à toi de la diaspora, toi en Afrique. Ton argent, tu dois aller créer de la valeur réelle. Tu vas m'acheter, c'est-à-dire qu'un hectare, 2 hectares. Produis-moi le poivre. Lance-toi avec sur la culture poivrée. Tu laisses ta famille dans une richesse à vie. Va t'aller acheter comme ça 30, 40, 50 hectares. Je dis pas plus. Lance dans la culture du palmier à huile. Lance dans la culture du Njansan. Va faire le manioc. Va faire le macabo. Va faire le taro. Lance-toi dans un système d'agroécologie, d'agroforesterie, d'association de culture. Tu as vu que ce système-là, c'est ce système qui te rendra riche à vie. Tu as vu que même les hommes politiques, même les Occidentaux aujourd'hui, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, tous sont en train de dire qu'il faut revoir le système. Ils sont allés trop loin.
Ils ont détruit leur agriculture. Je vous dis à chaque fois ici que l'agriculture nourricière, elle n'est pas faite pour être industrielle. L'agriculture qui doit nourrir les hommes, elle n'est pas faite pour être industrielle. Elle est faite pour être faite de façon naturelle, en association avec les arbres, les cultures et les animaux. Que l'agriculture n'est pas faite pour être chimique. L'agriculture industrielle que vous voyez, ce n'est pas, elle est faite pour aller faire des dérivés. Quand on va faire les céréales, quand vous voyez 50, vous voyez 100 hectares, vous voyez 1000 hectares, 2000 hectares de céréales, ce n'est pas fait pour nourrir les humains. Si c'était fait pour nourrir les humains, on n'aurait pas de famine dans le monde. Mais ils vont plutôt faire du profit en produisant l'éthanol, par exemple, en allant peut-être faire du sucre, en allant faire tel que l'alimentation, tel que pour animaux, la provannerie. 80% des céréales, c'est produit tel que pour nourrir les animaux. Et vous voyez le gâchis qu'on fait. Quand il y a, par exemple, les grippes aviaires et qu'il faut tuer tel que toute la production mondiale de volailles, le maïs que ces animaux ont mangé, est-ce qu'on peut récupérer ça? Voilà comment il y a le gâchis. Quand il y a les maladies comme les vaches folles pour les porcs ou pour les vaches, et qu'il faut tuer ces animaux, est-ce que vous voyez le gâchis en termes de céréales? C'est comme ça qu'il faut penser. Et je vous ai dit que l'autre volet aussi, si les industriels sont allés faire, si les financiers sont allés faire de l'agriculture, ce n'est pas parce qu'ils voulaient produire, c'est parce qu'il y a un intérêt, c'est parce que c'est financé, c'est parce que ici, l'État, l'Europe, même les États-Unis, donnent des subventions par rapport à la superficie. Donc vous avez des compagnies comme ça qui perçoivent 10 millions d'euros par an, 20 millions d'euros par an, 30 millions d'euros par an de subventions. C'est pour ça qu'ils vont. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'économie n'avantage que les actionnaires, les chefs d'entreprise. Tu pourrais dire que je suis salarié, mais tu vois qu'aujourd'hui, ton patron n'a pas ton temps. Ton patron a plutôt le temps pour ses actionnaires. Et comme les actionnaires veulent toujours faire du profit, on délocalise dans les entreprises, on va les mettre que là où la main-d'œuvre coûte moins cher, là où les droits de l'homme ne sont pas respectés, là où on ne respecte pas l'environnement, on ne respecte pas le bien-être des travailleurs. Et toujours parce qu'on veut faire du profit, on viendra te vendre un iPhone produit par exemple à 400 € à 2600, à 2800 €. C'est le profit. Donc tu vois donc aujourd'hui, nous en Afrique, pourquoi est-ce que nous sommes donc pauvres? Donc comme ils ont enlevé le pouvoir aux dirigeants, ils poussent maintenant les États à plutôt aller s'endetter pour faire fonctionner leur économie. Donc, à nous qui sommes en Afrique, à vous qui êtes en Afrique, qui voulez toujours aller chercher la sécurité d'emploi à la fonction publique, il faut comprendre que c'est vous qui faites en sorte qu'il y ait de la pauvreté en Afrique en fait. Nos dirigeants ne vont pas nous dire ça. Parce que nos dirigeants, comme ils veulent toujours être élus, les hommes politiques ne vont pas dire, comme ils veulent toujours être élus, après chaque campagne, ben, ils achètent la paix sociale en payant les gens. Parce que nos États aujourd'hui, comme on n'a pas d'industrie, les États, on a privatisé tout. Les États ne produisent pas, les différents États ne produisent pas de l'argent. Quand tu as la fonction publique, les fonctionnaires, ils ne produisent pas l'argent. Bien qu'ils soient utiles pour la société, mais ils ne produisent pas de l'argent. Tout au contraire, l'État dépense chaque année. L'État doit subventionner chaque année la paix sociale. L'État doit subventionner chaque année les chômeurs. L'État doit payer chaque année les différentes catastrophes qui sont là, écologiques, les tremblements de terre, comme la crise qui est là. Pour la paix sociale, l'État va dire on donne une aide de temps. Quand l'essence monte, l'État dit on donne une aide de temps. Quand il y a par exemple la crise, les crises sanitaires, comme il y avait des crises sanitaires, l'État va sortir une enveloppe spéciale. Mais cette enveloppe que l'État sort, c'est des crédits que l'État va prendre. On appelle ça des obligations. C'est des crédits que l'État va prendre auprès des finances, auprès de la bourse. Donc ça veut dire qu'on nous demande de faire des économies. On demande aux gens de faire des économies. Lorsque vous allez mettre vos économies en bourse, et c'est l'État qui vient maintenant s'endetter.
L'État vient s'endetter en prenant ça pour venir encore nous redistribuer ça. Est-ce que tu comprends le mécanisme? Donc, chez nous en Afrique, c'est pareil. C'est pour ça que nous sommes dans la pauvreté telle qu'à outrance. Parce que nos États ne produisent plus rien. Les États, tels que pour pouvoir faire fonctionner telle que la société, sont obligés d'aller contracter les crédits. Tu vas entendre au FMI, tu vas entendre la Banque mondiale, tu vas entendre les bailleurs de fonds. Et c'est comme ça qu'on reste dans la pauvreté. Donc, la meilleure façon de pouvoir, c'est-à-dire que sortir nos pays de la pauvreté, c'est d'aller créer de la richesse réelle. C'est d'être créatif. Au lieu de chercher plutôt à aller avoir le matricule pour rester dans la fonction publique, sécurité d'emploi, non. La fonction publique fabrique que des paresseux, des mendiants, et qui maintiennent que le pays dans la pauvreté. Et c'est pour ça que tu entends que chaque année, la dette, les dettes de fonds qu'on monte et qu'on arrive à rembourser, à ce rythme, on ne va jamais rembourser. Donc ça va demander des hommes et des femmes courageux et courageuses qui vont se retrousser les manches, qui vont aller entreprendre. Entreprendre pour créer la valeur et la richesse réelle. Pas les services. Les services aussi appauvrissent. Parce que, et qu'est-ce qu'on fait chez nous en Afrique? La plupart d'entre nous, nous sommes dans les services. Quand tu entends le Bayam Selam, j'achète ici, je viens vendre ici. Nous sommes plutôt les comptoirs des gens qui produisent. On va aller acheter en Chine, on va l'acheter en Inde, on va l'acheter en Turquie, on va l'acheter en Europe, on va aller ramasser la brocante, tels que les produits tels que déjà avariés que les autres ont utilisés pour venir exposer et vendre. On ne crée pas la richesse avec ça. Tout au contraire, on appauvrit notre économie. C'est une poignée de personnes qui auront de l'argent, mais ne sont pas riches. Parce que déjà notre monnaie, nous n'avons pas le contrôle sur notre monnaie. Notre économie ne pourra pas fonctionner. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là à créer de la richesse. C'est pour ça que tu vois, Donald Trump vient dire stop. Je bloque ça, je mets les taxes, je vais demander à ce que toutes mes industries viennent produire sur place aux États-Unis, afin de pouvoir créer de l'emploi, créer de la richesse réelle sur place. Je pourrais mettre des mécanismes où je pourrais accorder des faveurs fiscales, mais il faudrait que les usines soient aux États-Unis. Et avec ce système-là, ça vient chambouler tout. Moi, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois que la vraie richesse, c'est le patrimoine concret. Et le vrai secteur sur lequel on ne peut pas être touché, c'est le secteur agricole. Le secteur agricole. Parce que là-bas, dedans, tu crées de la valeur. C'est pour ça que tu me vois, que je me lance dans la culture du palmier à huile. Et quand je suis dans la culture du palmier à huile, je passe à la phase de transformation. La phase de transformation. Parce qu'en passant à la phase de transformation, je crée encore de la valeur. Tu vois que produire, c'est une valeur, c'est important de produire, très important de produire. Passer à la phase de transformation, c'est important. Parce que tu apportes encore la plus-value. Tu fais en sorte que le produit ait encore de la valeur. Parce que quand tu fais l'huile, tu apportes encore de la valeur. Mais produire, c'est important. Vous avez entendu des discours que non, produire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de produire. Il faut être plutôt intermédiaire. Il faut être plutôt négociant. Mais quand tu fais ça, tu tues le travail. Tu tues celui qui a fait l'effort. C'est là où nous en sommes. Leur système a détruit le travail ici. Ils ont amené le savoir-faire en Asie. Et ils sont en train de se montrer les doigts aujourd'hui. Et nous, pareil, en Afrique, on n'a pas d'industrie. Nous ne sommes que là dans les services. Alors que nous ne produisons pas. Donc je passe à la phase de transformation, je coupe l'intermédiaire. C'est moi qui mets dans le panier la ménagère. Je pourrais vendre peut-être en gros aussi, mais vendre aussi en détail. J'ai le contrôle. Lorsque je fais la culture du poivrier, je passe à la phase de transformation parce que le poivre, tel que c'est là, c'est déjà transformé. C'est pour ça que tu me vois, je crée la marque. Je crée la marque parce que je vais apporter la plus-value. Je veux que la marque reste dans la prospérité. Je coupe les intermédiaires. Parce que c'est ça, ce système-là, où on a créé des systèmes où les gens ne sont que dans les services. Ils sont que là dans les services. Tu entends marketing, négociant, vente. Tu entends que le Netflix, tu entends Google, tu entends ici Amazon, ceci. C'est que des services en fait. C'est que des services. Ils se lèvent aujourd'hui que non, c'est la Chine qui est en train de tout produire. Ah, c'est la Chine qui produit tout. Ah, c'est la Chine qui est l'usine du monde, c'est la Chine qui contrôle tout. Mais c'est ça le game.
Et le danger là maintenant, c'est que les Américains, eux, ils vivent à crédit. C'est le reste du monde qui nourrit l'Amérique. L'Amérique avait le système où de planches à billets. Ils ont créé le système où ce sont eux les patrons. Ils imposent les règles comme ils veulent. Ils vivent à crédit. Ils vivent, c'est-à-dire que sur le dos des Chinois, le dos des Japonais et le dos, c'est-à-dire que de l'Arabie Saoudite. Parce que eux, ce sont ces trois pays qui détiennent leurs réserves en termes de dollars. Avant, c'était l'or qui était, la valeur refuge. Eux, ils ont dit que c'est le dollar. Maintenant, c'est la Chine qui détient sa réserve de dollars. C'est le Japon. C'est l'Arabie Saoudite. Comment tu peux venir dire que tu fais le bras de fer avec quelqu'un qui te nourrit? Comment? Parce qu'aujourd'hui, si ces trois pays se décident de dire, allez, on vend, c'est-à-dire que toutes leurs réserves, mais l'Amérique, ça mal. Les Américains sont mal. Le rêve américain, c'est un rêve à crédit. Ils se réveillent là maintenant et disent, oh, nous sommes, oui, ils vivent à crédit. Donc c'est un rêve, on nous vend un monde, le rêve américain, c'est un monde à crédit. Ils vivent à crédit. Et c'est ce monde-là qu'on veut donc copier, où on est dans le fake it, YouTube make it, tu vas aller prendre des crédits pour pouvoir vivre ce rêve-là. Et mais c'est un système qui t'appauvrit en fait. Parce qu'aujourd'hui, la maison, tout ça aujourd'hui, c'est spéculatif. C'est ça qui a créé donc la crise de 2008, la crise des subprimes, où ils sont allés donner les crédits à des millions de personnes qui n'étaient pas solvables, qui ne pouvaient pas rembourser. Tu as vu? Parce qu'on les fait vivre à crédit. Donc, va me créer de la richesse, va m'acheter le terrain. Comprends ici que la richesse, c'est l'accession à la propriété. Quand tu achètes le terrain, tu es déjà en train de créer la richesse. Va me produire les cultures vivrières. Va me mettre un système intégré où tu me mets là-dedans le poivre, le jansan, le bitako, là, le palmier à huile, un système de diversification. Tu me mets les arbres. Dis-moi comment tu s'approuves. Mon ami, la richesse, hein, ça se construit, ça se bâtit. Et on prend le temps. On prend le temps. Tous les petits danseurs de Mayebo, ils sont où? Ceux qui ont voulu aller produire comme les Occidentaux, aller faire les plantations, mais demandez-leur qu'ils donnent des comptes. Ils meurent tous en silence. Ils disparaissent tous. Tous, parce qu'on ne peut pas compétir avec eux. Le libre-échange qui est là, que libre-échange, on ne joue pas sur la même cour. Si tu vois Donald Trump, tu vois les Américains venir dire que les Chinois sont en train de nous menacer, mais nous, on va dire quoi? Toi qui es au Cameroun, toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es au Mali, toi qui es au Burkina, toi qui es au Bénin, toi qui es au Congo, nous qui sommes en Afrique, qu'est-ce qu'on pourra dire? Si tu vois les Américains, si tu vois les Européens paniquer, dis que non, cette affaire-là, nous sommes en train de mourir dans le film. Nous avons pensé une chose, mais c'est en train de se retourner contre nous. Nous, on va dire quoi? Et on voit des petits danseurs qui disent que non, aller produire sur des États, on ne peut pas devenir milliardaire. On ne peut pas. Vous savez comment les autres sont devenus milliardaires? Vous savez comment les autres sont devenus milliardaires? Vous pensez que c'est ce système qui les a rendus milliardaires? Mais allez lire un peu l'histoire. On ne joue pas sur la même cour. Les autres ont commencé avec les faux billets, on les a arrosés. Les autres, c'est leurs pays qui sont derrière. Les GAFAM que vous voyez, mais c'est la fabrication, c'est-à-dire que du gouvernement américain. Silicon Valley, c'est-à-dire que c'est Silicon Valley parce que c'est l'État américain. En 1971, c'est Ronald Reagan qui impulse ça. Et après, c'est-à-dire que c'est les démocrates qui prennent la suite. C'est Bill Gates, c'est... Comment tu l'appelles c'est déjà Obama, mais avant Obama, c'est-à-dire que son nom m'échappe, c'est-à-dire que c'est Bill Clinton, voilà, merci. C'est Bill Clinton qui vient donner la force à ces GAFAM de la Silicon Valley. Après Obama, ensuite, il revient. Mais tout ça pourquoi? Parce que ce sont eux qui financent les campagnes des chefs d'État. Et lorsqu'ils financent les campagnes des chefs d'État, ces chefs d'État, c'est-à-dire quoi là, aménagent les lois pour eux. C'est de ça qu'il s'agit.
Silicon Valley, parce que la NASA, parce que le gouvernement américain a fait des recherches en amont sur la NASA. Si la NASA n'avait pas fait le travail, est-ce que la Silicon Valley allait exister? Est-ce que Elon Musk serait en train de lancer les fusées si la NASA n'avait pas fait le travail? Et toi, en Afrique, tu vas dire, je vais aller lancer la fusée. Toi, tu vas aller lancer quelle fusée? Ton pays fait quoi en termes de recherche? En termes de recherche et développement, on a des budgets pour la science, on a des budgets pour la technologie. Et toi, tu vas dire, je vais aller lancer aussi la fusée. Mais tu vas mourir en film. Tu vas dire, je vais aussi aller faire 1000 hectares de céréales. En termes de recherche et développement sur les semences, ton pays est à quel niveau? En termes de recherche et développement sur la mécanisation, ton pays est à quel niveau? En termes de moyens financiers, ton pays est à quel niveau pour t'accompagner? Mais tu penses qu'on se lève comme ça pour les faire? Mais tu meurs dans le film. Est-ce que nous avons les mêmes sols? Et en termes même de stratégie, tel que sur le libre-échange, tu vas aller vers quel marché? Tu vas aller compétir avec qui? Le producteur de céréales américain? Le producteur de céréales européen? Le producteur de céréales asiatique? Tu connais les contingences? Ce sont eux qui vont encore dire que voilà le quota que je veux que ça vienne. Voilà les normes environnementales, les lois, les normes. Mais est-ce que tu peux, mon ami? Mais ceux qui vous conseillent même là connaissent même. Ça se voit que ceux qui sont là ne sont pas sur le terrain. Nous qui sommes sur le terrain, on vous le dit depuis tel que 5 ans. Voilà ça. Depuis 5 ans, voilà ça. Que les tomates, que vous voyez. Parce que certains Africains affirment seulement quand c'est les Blancs qui parlent. Maintenant, ça, voilà ça. Là, eux, ils parlent. Qui viennent maintenant nous dire. Je vous ai dit, depuis, il y a du protectionnisme. Il y a un répit identitaire. Tu fais comment? Moi, c'est pour ça que je suis allé faire ces produits-là. Pour nourrir déjà d'abord l'économie locale. Pour nourrir l'économie régionale. Pour nourrir l'Afrique. Avant d'ouvrir maintenant les yeux que oui, je peux aussi aller en Europe. C'est de ça qu'il s'agit. Et nos États aujourd'hui doivent jouer ce jeu. Nos États doivent être garants de leur économie. Protéger d'abord leur économie aussi un peu. On ne demande pas de se couper des autres. Mais de faire du protectionnisme, c'est normal. Trump l'a dit, c'est normal. Faites aussi. Faites aussi. Bon, voilà ce que je voulais partager concernant cette situation. J'espère que tu as appris les choses. Comme d'habitude, tu vois, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous. Tu vois, quand je viens sur YouTube ici, c'est pour promouvoir, comme je dis, promouvoir nos produits du territoire. Je ne suis que subventionné par personne. L'État camerounais ne me connaît pas. Les dirigeants africains ne me connaissent pas. Mais c'est par patriotisme, c'est par amour pour ce que j'aime. C'est parce que je voudrais mettre en lumière qui pouvait penser que venir parler du Ndiansang, venir parler du palmier à huile, venir parler du manioc, du macabo, du taro, de parler de nos cultures vivrières. Pour beaucoup d'entre nous, c'est ringard. Comment tu vas venir parler des cultures africaines? Ce n'est pas sexy. Mais il faut être visionnaire pour le faire. Et tu vois que depuis 5 ans, je ne déroge pas. Et tout ce que je te dis se vérifie. Qui pouvait penser qu'on s'arrête de parler du manioc aujourd'hui et de ses dérivés? Pourtant, le manioc, c'est ce qu'on mange tout le temps. Mais, curieusement, c'est-à-dire qu'on va se brancher sur les céréales, le blé, le soja, sur lesquels, je te dis, rappelle-toi, les personnes ont déjà que leur propriété intellectuelle dessus. Les personnes s'enrichissent avec ça. Tu ne peux pas aller produire ça et reconduire. Tu es obligé d'acheter à chaque fois, et ce qui te garde dans un état d'appauvrissement. Tu es obligé de suivre la posologie, c'est-à-dire que chimique, ce qui te garde dans un certain état d'appauvrissement. Tu n'as pas le contrôle sur les prix. Alors qu'avec le manioc, tu as le contrôle, c'est-à-dire que sur la sémence, tu peux produire 1 hectare. Au bout de 12 mois, tu peux produire 5 ou 20 hectares parce que tu auras reconduit tes boutures. Il y a un marché. Tu peux passer en produits dérivés. Le manioc, le mitumba, le bobolo, le chikwang, les miondo, le tapioca, la tcheke, le watafufu, le plakali. Tu peux passer à la phase industrielle, l'amidon, la farine panifiable, j'en ai parlé ici, farine panifiable. Et on peut dire que faire du pain. On peut passer à la phase de la pâtisserie, faire du pain, faire des gâteaux, Franchement, réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous ai dit ici que ce n'est pas la peine de penser à aller fouler des chairs. On vous disait ici poulet des chairs.
qu'il y a des personnes qui meurent en silence. Allons faire des poules locales. Commençons petits, mais voyons grand. Beaucoup ont les rêves comme ça, beaucoup rêvent. C'est bien de rêver, hein? Mais c'est des fois être réaliste, que mes moyens ne me permettent pas, mais je commence petit. Parce que les richesses que nous citons, là, les richesses que vous citez, Rockefeller, J.P. Morgan, Andrew Carnegie, tous les Henry Ford, ils ont commencé tous petits. Et c'est les richesses qui sont aujourd'hui que centenaires. Mais nous, on a la folie de la grandeur. Folie de la grandeur, mais on n'a pas les moyens. Et on n'est même pas capable de payer le prix que ça demande. Donc on va rester qu'on est dans le bluff, en balançant les slogans, en étant dans le paraître. Alors là, maintenant, ça va être violent. Hein. Pour information, pour tous ceux et celles qui vont vouloir être dans le paraître, avec l'inflation et les tarifs douaniers, un iPhone que tu achetais pour paraître riche, ça va te coûter la peau de la fesse aujourd'hui. Les objets, c'est-à-dire que d'appauvrissement, les objets de paraître, tout ça, ça va coûter la peau de la fesse. Et c'est ça qui va encore appauvrir les gens. Cet argent-là, s'il te plaît, prends ça pour aller entreprendre dans l'économie réelle. Prends ça pour aller me créer un business réel au pays. Ce n'est que comme ça que tu pourras devenir riche. Le paraître là, oublie. On se connaît en détail. Oublie. Ils sont tous là, ils meurent en silence. Vous me posez, ils meurent tous en silence. C'est les apparences. Mais là, on va voir le Varat. Laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. Vous-même, vous allez voir. Quels sont ceux qui sont la vérité? Ceux qui sont dans la vérité, c'est ceux qui créent de la richesse réelle. Pas les richesses fictives de service. Ça ne nous enrichit pas, ça nous appauvrit. Voilà ce que je voulais partager avec vous, chers agripreneurs visionnaires. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à regarder sous la barre de description. Vous allez voir avec le premier lien qui est là, où je partage avec vous 10 idées de meilleure culture, hautement rentables. Si vous voulez aller créer votre bouclier anti-crise, cliquez sur ce lien. Parce que je continue encore à vous répéter, tel que c'est parti là, il n'y aura pas le bon moment. C'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. C'est maintenant que, même en période de crise, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Parce que le bon moment, c'est-à-dire que ne viendra jamais. Le bon moment, c'était il y a 5 ans quand j'avais commencé à te parler. Mais le deuxième bon moment, c'est maintenant, là, en période de crise, là, qu'il faut prendre des bonnes actions, qu'il faut prendre les bonnes décisions et passer à l'action. Sur ce, je dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.